Europe 1, il est 8h32. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, en une de vos journaux, Manuel Valls trouve un certain soutien quand même. Alors, c'est pas en une des journaux de gauche, ça vous l'aviez deviné. Le Figaro, Code du travail, tiendront-ils bon? Les Échos, loi travail, ce que Matignon est prêt à lâcher. Mais les regards sont plutôt tournés vers le nord, vers Calais d'abord, avec un numéro spécial de Libération, la vie après la jungle. Et puis vers Bruxelles et son énième sommet de la dernière chance, l'opinion migrant, l'Europe du chacun pour soi, Ouest-France migrant, l'Europe en appel à la Turquie, et Sud-Ouest, l'Europe à la dérive. Les migrants, donc, sujet principal dans la presse ce matin. Oui, et alors aucune illusion dans les éditoriaux ce matin, aucune illusion sur l'Europe, sur sa capacité à mettre en place une politique cohérente, mais aucune illusion non plus sur la Turquie. Comment faire confiance à un régime policier qui met sous tutelle le plus grand journal d'opposition, qui ferme les yeux sur les milliers de passeurs sévissant dans son pays, qui bombarde les Kurdes syriens et qui ménage Daesh, se demande d'un seul coup Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Et Raymond Courreau va plus loin dans l'Alsace. Il est évident, écrit-il, qu'Ankara veut, comme ses alliés du Golfe, établir un régime sunnite le plus intégriste possible. Cette volonté passe également par la marginalisation des Kurdes et l'affaiblissement chiite. Tout cela explique que les réfugiés ne sont pas seulement des victimes. Ils sont réduits, dit-il, à l'état de pièces que l'on manipule sur l'échiquier régional. L'Union européenne n'a pas suffisamment pris en compte ce qui s'apparente à une gigantesque prise d'otages. La Syrie, vidée de ses intellectuels, de ses chrétiens ou des Kurdes, deviendra, écrit Raymond Courreau, un pays sunnite dominé par des puissances régionales à la conception réduite en matière de droits de l'homme. Oui, la crise est humanitaire, mais elle est aussi géopolitique et ça pourrait être un double échec. C'est la rentrée pour certains élèves aujourd'hui. Vous nous parlez échec scolaire. Oui, parce que c'est une spécialité française, l'empilement de dispositifs dont on ne mesure jamais l'efficacité. Alors une fois n'est pas coutume, l'opinion nous signale qu'un rapport vient de se pencher sur les parcours de réussite éducative. Ça avait été mis en place, et oui, ça date, sous le gouvernement Raffarin. Et le résultat est sans appel. Il s'agissait de répondre aux besoins d'élèves en grande difficulté en les aidant sur les plans à la fois scolaires, social, sanitaire, culturel et sportif. On prenait tout en compte. Concrètement, une séance de sport hebdomadaire dans un club, des vacances dans un centre de loisirs. Résultat, 100 millions d'euros par an pour 100 000 jeunes et, in fine, un effet même pas nul, mais négatif sur le résultat des enfants. Alors que faire ? Le Parisien consacre une page à un rapport de l'Institut Montaigne, alors d'obédience libérale, mais qui plaît autant à la gauche qu'à la droite. Et il préconise les tablettes dès la maternelle avec cette phrase merveilleuse. La France a su démocratiser le savoir en mettant une école dans chaque village. Il faut maintenant démocratiser la réussite. C'est beau, non ? Bon, l'étude PISA qui mesure les performances des élèves montre qu'il n'existe aucun lien entre les performances des enfants et les taux d'équipement numérique. Et comme le résume dans l'article une institutrice, une tablette ne lutte pas mieux qu'une agrafeuse contre l'échec. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, pas l'outil. Mais alors il y en a une autre qui témoigne et qui trouve pourtant que l'usage des tablettes a amélioré non pas le niveau de ces maternelles, mais leur motivation et leur estime de soi. Bon, ce qui est dommage, c'est que quand même, c'est surtout le niveau qui pose problème. Le pire n'étant pas toujours certain, vous nous présentez à présent un bel exemple de réussite, Natacha. Mais oui, parce que la crise française, elle vient sans doute du fait aussi que sans diplôme, sans l'école, on a l'impression que rien n'est possible. Alors, il faut aller regarder dans le cahier Essonne du Parisien. On y voit une jeune femme à la peau noire, sweat à capuche, rayonnante au milieu des vignes. Marie-Inès Rommel est originaire de la Guadeloupe. Elle a grandi à la Grande Borne, c'est une cité peu riante de Grigny. Eh bien, après un BEP Vente Action Marchande, Marie-Inès a fait l'impasse sur le baccalauréat pour travailler dans une épicerie fine de l'aéroport d'Orly. Et tout à coup, elle a découvert la beauté des produits qu'elle vendait. Elle s'est prise de passion pour le goût, au point de rêver avoir un jour sa propre marque de champagne. Et à force de volonté, elle a gagné. Sa marque, Marie Césaire, sera commercialisée en métropole et l'an prochain aux Antilles. Alors voilà. Bravo. Marie Césaire. On en parlera dans le Made in France avec Anissa Mbida quand ça sera sorti. Marie Césaire. Laurent Cabrol vous regarde avec des yeux tout ronds. Ça y est, on parle de la poule. Mais oui, parce que d'habitude, les urbains, ils sont plutôt portés sur le bichon ou le chihuahua. Mais le monde nous apprend que la nouvelle mode en ville, c'est d'avoir sa poule. Bon, en général, il vaut mieux... Mais oui, mais il vaut mieux avoir un petit jardin ou au pire une terrasse, parce que vous, c'est facile, Laurent. Vous avez de l'espace. Mais ça ferme dans le Tarn, donc forcément. Mais voilà, nous, évidemment, quand on n'a pas grand-chose, bon. Mais une poule, ça peut absorber jusqu'à 200 kilos de restes alimentaires par an. Or, nous en jetons environ 150 kilos chacun. Alors, il y a même des villes qui en distribuent à leurs administrés. Ben oui, la poule, ça correspond à l'époque. C'est un petit changement de comportement sans trop de contraintes. C'est un effort couronné par une récompense.
un œuf, Ah oui. comme c'est beau. Bon, évidemment, une poule, ça ne suffira pas. Christophe Denève, responsable de la cellule environnement d'une ville belge qui est pionnière en matière de placement de poules, ils en distribuent, conclut: il faudrait aussi un cochon. Il a aussi tout ça, Laurent Non, Cabrol. on attendra Viens, quand ma même. poule. On termine, non pas avec les poules, si presque. Ouais, si, parce qu'il y a des gens dont le travail c'est de faire adopter des poules, mais il y en a d'autres, c'est de se déguiser en poule. Le magazine Néon nous raconte le quotidien de ces gens, beaucoup plus nombreux qu'on ne croit, qui passent leur vie déguisés. Oui. Laurent, 23 ans, qui incarne la mascotte du Valenciennes Football Club, Valenciennes. Vous ne connaissiez pas, Je ne connaissais pas. non, Alors, non, le Valenciennes. et vous imaginez un peu, et j'espère que vous avez l'image, il lui arrive même de jouer du air guitar sur du AC/DC déguisé en cygne pour animer la La tribune. guitare, C'est beau quand on comme joue mais qu'on boulot. n'a pas d'instrument. C'est Voilà, ça. exactement, dans le vide. Et puis il y a Lucie qui incarne Niglo, le hérisson mascotte du parc d'attractions Nigloland, c'est près de Troyes. Alors elle parle plutôt de la chaleur sous le costume, du poids sur les cervicales, c'est quand même pas facile, et puis des types qui lui tripotent les fesses rebondies du costume. Enfin, il y a Ludivine qui organise des anniversaires pour des enfants et qui passe sa vie donc habillée en petite fée. Voilà. Alors le plus dur à assumer pour elle, c'est le regard des parents qui veulent offrir de la magie à leur enfant, mais qui trouvent que quand même, à 27 ans, c'est pas très sérieux de faire ça. Bon, enfin, finalement, dans un monde où la précarité est un modèle vanté par un gouvernement de gauche, bon, si on y ajoute un peu de gaieté, c'est pas plus mal. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins, c'est à 8h30 et c'est sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.